c'est bid'a. Et vous, vous êtes là, vous regardez ça, vous dites subhanallah. Là, on est loin. Là, on est loin. Vous pouvez venir avec Bush, Washington, le département d'État, vous leur expliquez ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, ceux-là, ils sont très sincères. Très sincères. Religieusement, qu'est-ce que vous allez dire? Mais ils ont une compréhension politique superficielle. Ils ne voient pas du tout les enjeux. Ma'Allah, c'est-à-dire ça va. On va y aller, tout va être... Ils ont lu, ils n'ont même pas compris la sira du prophète ﷺ. Le prophète ﷺ, c'était la sincérité incarnée, n'est-ce pas? 1 année et demie. 1 année et demie de stratégie de tortue pour quitter la Mecque. 1 année et demie. Et il part avec quelqu'un qui n'est même pas de la communauté musulmane, qui est de ceux qui... Regardez, il planifie. Il dit aux Bédouins, mais attache ta chamelle. Ensuite, tu dis, atawakkalu ala Allah. Pas comme ça en train de rêver dans le domaine du politique. Atawakkal ala Allah. Allahu ma'ana. Et toi, tu vas directement dans le mur. Mais c'est ça. Donc là, il y a des principes fondateurs. C'est très important, ça, ce dont on est en train de parler. C'est de comprendre que les modèles historiques, il faut les dépasser, mais garder les principes. Et ces principes-là, ils vont demander quoi pour la réforme? Le respect de 4 choses, et je termine là. 1, vraiment le respect de l'éthique musulmane dans le domaine du projet politique, c'est-à-dire du projet social. L'état de droit, la délibération, ce qu'on appelle en anglais accountability, c'est-à-dire d'être mandaté pour une certaine période. Tout ça, il faut le respecter. Donc il faut qu'on aille dans ce sens-là. Mais c'est un propre... À la limite, même si vous utilisiez le mot démocratie, ça me gêne absolument pas, moi. Le mot démocratie, ce qui m'intéresse, c'est les principes qui sont derrière, c'est pas le mot. C'est le contenu de ce qu'on dit. Alors les gens ils disent non, c'est pas ça, ça vient des Grecs et tout ceci. La question, c'est les principes qui sont derrière. Les principes qui vont donner une voix au peuple, qui vont établir une société civile. Premier principe, ça, c'est ce qu'il faut garder. La deuxième des choses qui est extrêmement importante, c'est la langue. C'est-à-dire qu'un projet social et politique s'appuie sur la langue du peuple. C'est-à-dire il faut se réapproprier une langue. Alors après, il faut faire des choix, mais ça, c'est pas rien. C'est pas, vous savez, c'est pas anodin la langue. L'arabe, le français. On peut décider qu'il y a 2 langues, on peut décider qu'il y a 2 référents, mais il faut savoir exactement ce que l'on fait. Comment est-ce qu'on intègre les 2 au projet? Parce qu'il faut que les gens, que le peuple se sentent bien dans vous savez, la société civile, pour qu'elle s'exprime, il faut qu'elle maîtrise un outil, il faut qu'elle ait la langue. Mais si on l'éduque mal dans les 2 langues, oui, j'avais quelqu'un en Algérie qui disait, nous, on est analphabète bilingue. Il voulait dire, on ne sait pas parler très bien français, on ne parle pas bien l'arabe. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la bonne maîtrise de l'arabe et puis la bonne maîtrise de la langue française. Mais ça, c'est un vrai... Vous savez, la maîtrise de la langue elle fait partie du projet politique. Parce que le politique, dans la délibération, c'est le débat d'idées, c'est l'expression de la pensée. Et ça, c'est une langue. Mais c'est pas rien, ça. Vous ne faites pas un projet politique digne de ce nom si vous n'éduquez pas le peuple à la maîtrise de la langue. Raison pour laquelle, quand on est en Europe, je dis à tous les musulmans, quand ils sont en Angleterre, la maîtrise de la langue française, la maîtrise de la langue anglaise, c'est un outil de votre liberté. Et si vous êtes sérieux avec le qasd en islam, c'est que tu dois être hur, c'est-à-dire que tu dois être libre, tu dois savoir la langue, tu dois la maîtriser. Parce que si tu ne parles pas, on te manipule. Si tu ne t'exprimes pas, si tu ne sais pas dire ton idée, on passera à ta place. Ah oui, c'est un projet politique, c'est pas rien. Je veux dire, quand Ibn Badis, par exemple, il est en Algérie, et puis qu'il insiste, Mohamed Abdou avant lui, ils insistent, c'est une colonisation culturelle par la langue, il faut se réapproprier notre liberté par la langue, c'est un projet politique qu'il est en train de mettre en évidence. Politique, parce que c'est l'outil, l'aura, et ça c'est très très important. Troisième des choses, la psychologie collective. Vous êtes ici à Oujda. Moi, quand je viens à Oujda, je ne connais pas encore bien, mais il y a une psychologie au Maroc. Il faut tenir compte de ça. Vous n'arrivez pas... Je veux dire, le rapport, par exemple, il y a des gens qui viennent et puis qui disent « Ah ben au Maroc, il faut pas accepter la royauté, il faut pas accepter ci, il faut pas accepter... » Ils ont envie de tout bouleverser. Mais non, la psychologie du pays, elle va partir des références de ce pays-là. Tu peux être critique, tu peux apprendre, mais il faut partir de ce domaine-là. Tu es obligé de partir de l'histoire, de la mémoire et de la psychologie. Tu peux pas venir et tout bouleverser. Mais ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire?
Ça veut dire que les gens du Maroc et les gens de Oujda sont les principaux protagonistes d'un possible changement réel, profond, parce qu'ils doivent connaître la langue, parce qu'ils doivent connaître la psychologie et qu'ils doivent avoir le cadre. Ça vient de vous, mais vous savez, on a que ce qu'on mérite. À population passive, statu quo social et politique. Puis après, nous, on est les champions de la victimisation. L'Occident, il nous aime pas, il n'aime pas l'islam, c'est toujours les autres. Et là, on n'a pas d'esprit autocritique. Donc là, ça c'est le point qui est important. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est la production culturelle. Un projet politique et social d'ailleurs doit insister sur la dimension culturelle. Et la dimension culturelle, c'est assumer sa culture, assumer. Mais vous savez, la culture, c'est pas simplement, c'est bon, c'est la langue, mais c'est la littérature, c'est l'art, c'est la créativité. On a un vrai problème. Si vous regardez le prophète salam, quand il a ce poète qui vient vers lui, il enlève sa cape, il lui met la cape, il accepte la poésie, il accepte l'art, il chante avec les musulmans quand il est en train de faire le khandak, le fossé. Subhanallah, il a accepté la culture, il a produit de la culture. Il n'y a pas de religion sans culture. Quelqu'un qui a envie de vous faire de la religion sans culture, c'est pas possible. La religion n'est pas la culture, mais il n'y a pas de religion possible sans univers culturel référent. Il faut en tenir compte. La créativité marocaine, plutôt que d'aller prendre... Vous savez, on a un problème avec l'Occident, on a pris tout ce qui était mauvais, on a oublié tout ce qui était bon. Mais il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais la créativité, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait de l'esprit, de l'intelligence, du génie marocain, comme projet politique, en matière de culture, en matière d'art, en matière... Là, on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui faisait dans la calligraphie, mais c'est ça, ce sont des éléments qu'il faut produire. Il y a des gens parmi vous, ils aiment écrire. Ils peuvent écrire des romans, ils peuvent écrire de la poésie, ils peuvent produire de la créativité. Mais ça, c'est comme si c'était pas politique, ça. Mais bien sûr que c'est politique, c'est la réappropriation de soi, c'est là où on est libre. Ou alors vous buvez Coca-Cola, vous mangez McDonald's et vous dites on est libre. C'est halal, bismillah. C'est pas possible. Ça, c'est l'aliénation absolue. Donc pensez à ça. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire, c'est la restitution d'un pouvoir à la société civile, aux femmes et aux hommes qui reprennent ça pour eux en se disant j'ai à voir avec le registre politique, j'ai à voir avec le registre social, mais à partir d'une bonne compréhension, Inch'Allah, des références islamiques. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, Monsieur Tariq Ramadan. J'ouvre, en fait, comme on n'a pas beaucoup de temps, une petite liste de 5 personnes, en fait, d'intervenants. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, parce qu'il y a une deuxième conférence à 19h, donc il faut... C'est ça. Désolé sans le temps. Ah, c'est pour ça. Tu as dû me dire, tu avais mis ça. Non, la deuxième conférence. Désolé pour le... J'ai pris beaucoup trop de temps, mais emporté par le mouvement. C'est là où je suis encore égyptien. Masriana. Je suis suisserie. Je n'ai pas un rapport autant avec la Suisse. Par le premier intervenant. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا نشكر جزيلا الأستاذ طارق رمضان على هذه المحاضرة وما فيها من ملاحظات ثاقبة في الواقع ليست غريبة على ملاحظاته العميقة والمتجددة دائما في قضايا الفكر والعالم في مجتمعات المسلمين. أنا في الواقع ليس عندي أسئلة لكن عندي ملاحظة أساسية وربما بعض الملاحظات الهامشية لكن لا أحب أن أخذ من الوقت أكثر من الحيز المخصص لي فأدخل في الموضوع مباشرة. سياق المحاضرة التي تفضل بها الأستاذ الدكتور طارق رمضان تتحدث عن بناء المشروع، وهو ربط بناء هذا المشروع الاجتماعي في عالم المسلمين بتجديد آليات الفهم، خصوصا في علاقته بالوعي بأن هنالك وحيا مطلقا وأن هنالك
فهما بشريا يمثل تراثا اجتهاديا نسبي، ثم قضايا الفهم المصطلح والقواعد وإعادة الفهم إلى غير ذلك. الأمر الثاني الذي يبدو لي كذلك جانبا مفصليا في المشروع، في هذا المشروع، هو التعامل مع الواقع، التقاط إشارات الواقع المتجددة، الوعي باستمرار، الانفتاح على مستجدات هذا الواقع وقراءتها قراءة صحيحة في سياقها وأبعادها. القضية الثالثة وهي قضية المقاصد، وهذه المستويات كلها أنا طبعا أتفق معها تماما. عندي هنا سؤال: إذا كان هنالك عملية تجدد على هذه المستويات كلها، فما هي مرجعية هذا التجدد؟ الجواب الذي اقترحته المحاضرة هو الوحي طبعا المطلق، من خلال عملية قراءة هذا الوحي وتبصره